Donc, je suis ravie de vous accueillir pour la troisième et dernière rencontre du prix littéraire première euh, pour cette année 2022 avec nos invités Antoine Vauters, qui s'appelle 7YMFXA, Je et suis désolé. donc l'auteur de Pense aux pierres sous tes pas, et Paul Sourzac, le traducteur de ce livre en allemand. Il s'agit ce soir donc de la seconde édition du prix première, une rencontre dans le cadre de la seconde édition du prix première, qui est un prix qui récompense un duo auteur-traducteur pour la première traduction d'un livre de cet auteur en allemand. 1000 livres sont traduits du français vers l'allemand chaque année, dont 250 romans, dont une petite trentaine pour les nouvelles voix françaises vers l'allemand. Notre jury, qui est constitué de l'équipe de l'Institut culturel franco-allemand de Tübingen, du bureau du livre de l'Institut français d'Allemagne et de la journaliste Sigrid Brinkmann, qui est également la réalisatrice et animatrice de l'émission du podcast à Littéramour. Tous ensemble, nous avons déterminé cette année la shortlist avec 3 romans qui concourent. Le premier, Le Zoo de Rome, Der Zoo in Rome, de Pascal Janowczak, traduit par Lydia Dimitrov. Le second, Liv Maria, en allemand, Du wirst es mir niemals sagen, de Julia Kerninon, traduit par Anna Van Laak. Nous avons déjà eu 2 rencontres en ligne sur ces 2 romans qui sont disponibles euh, en streaming sur notre canal YouTube. Et enfin, ce soir, donc, nos invités, Antoine Vauters, Paul Sourzac, pour Pense aux pierres sous tes pas, Denk an die Sterne unter deine Füßen. Si vous êtes, vous êtes invité, donc cher public, à voter pour le livre de votre choix, le livre que vous avez préféré, que vous l'ayez lu en français ou en allemand ou dans les 2 langues. Vous avez jusqu'au 31 mars pour voter pour votre livre favori. Nous récompensons le duo par un prix de 1 000 € et par une invitation à Tübingen et dans toute l'Allemagne pour une tournée dans le réseau des instituts et des centres franco-allemands. Voilà, donc pour voter, nous allons vous mettre le lien directement sur le chat pour que vous puissiez voilà, choisir lequel des 3 livres vous avez préféré. Cette rencontre donc est traduite en simultané en français et en allemand, comme je vous l'ai dit au départ. La rencontre se déroule sur au maximum 1 heure et demie. Nous vous invitons à poser vos questions pour les invités euh, à la fin de la discussion. Vous pouvez les écrire dans le chat ou demander à prendre la parole en levant la main, en appuyant sur l'onglet en bas à droite, sur le petit smiley et en levant la main, par exemple, comme je viens de le faire à l'instant. Euh, voilà, donc ça c'était pour la partie technique. J'espère que c'est clair. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, en français ou en allemand. On est toute une équipe de l'Institut à vous répondre. Voilà, je laisse maintenant la parole à Sigrid Brinkmann, donc journaliste radio pour l'émission Fazit, pour le programme de Deutschland Radio Culture et fondatrice du podcast Littéramour sur la littérature française sur la littérature en français et en allemand, que je vous invite à découvrir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle rencontre. Merci. Merci à vous, Ariane. Und ich freue mich sehr, heute Abend mit dem belgischen Roman. Je suis heureux de retrouver ce soir le romancier belge, poète et scénariste Antoine Vauters et son traducteur Paul Sourzac, le troisième duo pour le prix première. Pense aux pierres sous tes pas, dont la traduction est parue aux éditions Sécession en décembre. Votre travail éditorial a reçu un prix important. Antoine Vauters, vous habitez à Paris, pas en Belgique. Comment allez-vous? Très bien, très très bien. Mais je vis en Belgique, J'habite cette région du sud de la Belgique qu'on appelle l'Ardenne. Donc voilà, ce sont des forêts essentiellement. Donc je passe par Paris, mais le moins souvent possible.
Et oui, non, c'est vrai que le livre précédent a eu un très bel accueil et donc je suis ravi de ça. Ouais. Und Sie sind jetzt in Paris, weil Ihr jüngstes Buch, das Et Anfang vous êtes à Paris pour évoquer le Musée des contradictions, votre dernier livre qui vient de paraître. Oui, voilà. Ça a été une actualité un peu particulière avec un roman qui est donc sorti, Marmoud ou la montée des eaux, qui est sorti en septembre. Et quelques mois de promotion, de déplacement, et puis le hasard des calendriers a voulu que ce nouveau livre, Le Musée des contradictions, sorte maintenant au mois de mars, parce que c'est un livre très politique et parce qu'on est en pleine campagne présidentielle en France. Et donc avec l'éditeur, on s'est dit que c'était un moment qui était bien choisi pour ça. Pourtant, es gibt den Krieg, den Wladimir Putin gegen die Bon, il Ukraine. y a la guerre engagée par Vladimir Poutine contre l'Ukraine et qui absorbe beaucoup de l'attention pour de bonnes raisons, évidemment. Est-ce que vous le ressentez aussi dans les manifestations que vous organisez pour parler de votre nouveau livre? Est-ce que la guerre dont nous sommes les témoins, on en parle beaucoup? Oui, on en parle énormément, mais je crois que c'est un symptôme de notre société où on est tous extrêmement accrochés et préoccupés par ce qu'on voit du monde, par les médias, par ce qu'ils en disent. Et on voit bien que l'actualité aujourd'hui, elle est relayée de façon circulaire. Ce sont des boucles en permanence, on nous parle de la guerre en Ukraine, mais en permanence, jusqu'il y a peu de temps, on nous parlait du Covid, par exemple. Et alors, je pense que c'est très important de garder à l'esprit ce qui se passe là-bas en Ukraine et d'être très conscient des enjeux. Et je pense que quand je dis que c'est un symptôme d'une accélération de l'information, il y a quelque chose effectivement chez moi de l'ordre de la réserve par rapport à ça. Je trouve qu'on en parle évidemment un peu beaucoup parce que la parole politique, elle doit être plurielle et je pense que quand on parle exclusivement d'un sujet d'actualité, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des choses près de chez nous qui comptent aussi, qui sont très importantes et je crois que c'est notre responsabilité aussi de garder ça à l'esprit, quoi. Et je pense qu'on le sait, mais le traitement médiatique, par contre, il est vraiment à sens unique et c'est parfois un peu particulier. Ouais. Paul Surzak hat in Paris gelebt Paul seit Sonzac, vous avez vécu à Paris, vous êtes à Berlin depuis 2012. Paul, vous avez traduit des livres de Nathalie Azoulay, Pierre Bergogneau, Éric Chevillard et Mathieu Riboulet, que vous avez donc traduit en allemand. Est-ce que la traduction de Pense aux pierres sous tes pas, ce n'est pas un petit peu ce que l'on pourrait qualifier de travail de titan? Oui, mais pour des textes littéraires ambitieux, c'est toujours le cas. Mais c'est vrai qu'avec ce roman-là, malgré tous les défis qu'il posait, ça m'a fait énormément de plaisir de m'attaquer à ce texte. Dès la première page, il a eu un tel impact sur moi que j'ai su très vite, j'ai ressenti très vite quel était le ton qu'il allait falloir trouver. Mais bon, bien sûr, il faut encore et réussir à transposer ça en allemand et on ne peut pas se cacher la face. C'est vraiment très compliqué. Il y a beaucoup de choses qu'il faut adapter. Il faut tenter des choses au moment de la traduction. Et même si on a beaucoup analysé les choses en amont, il y a toujours des difficultés inattendues qui peuvent se présenter. Et parfois, on passe une éternité devant une seule phrase. Je crois que ça tient aussi au fait que la construction grammaticale des phrases est très différente en allemand de ce qu'elle est en français. Donc, il faut adapter les choses parce qu'on va mettre l'accent autrement. Et donc, on ne peut évidemment pas s'en tenir à une transcription mot pour mot de l'architecture de la phrase originale. Ça vaut pour les phrases, ça vaut pour le registre des mots. Il y avait dans le roman des expressions ou des jeux de mots qui n'ont pas leur équivalent direct en allemand. Et dans ces cas-là, il faut vraiment faire un travail sur le champ lexical
mais on apprend énormément de choses et puis on se plonge dans des univers nouveaux, en particulier sur ce roman-là, c'est tout à fait le cas. Et puis, c'est un très, très beau sentiment lorsque l'on a le sentiment qu'on parvient à faire en sorte que ce texte rayonne aussi dans une autre langue. Bon, j'ai dit de manière très rapide que Antoine Wauters est romancier et poète et bien sûr, ces livres se rattachent à l'une ou l'autre des catégories, mais le livre dont nous parlons aujourd'hui a par endroits une allure vraiment très poétique. L'action bascule dans le fantastique. Est-ce que vous faites une distinction très nette entre la prose et la poésie? Moi, non, de moins en moins. Je pense que l'écriture, telle que moi je veux la pratiquer, telle que je l'aime, euh, c'est toujours de la littérature qui mélange les genres. Et je m'ennuie de plus en plus dans les romans qui sont juste des histoires qui me sont parfois écrites avec une langue qui est commune, qui est très commune. Et il me manque de la vitalité parfois, y compris quand j'écris certains textes. J'ai vraiment besoin que mon écriture soit musicale, que les thématiques soient parfois effectivement sombres, en tout cas qu'elles fassent écho à la réalité de notre monde aujourd'hui. Et on est bien forcé de constater que notre monde n'est pas un monde paisible, mais néanmoins, je trouve important que dans l'approche de l'écriture, il y ait dans les mots eux-mêmes et dans leur rythmique quelque chose de musical et de poétique qui permettent au lecteur de se dire, OK, la situation, elle est peut-être sombre, mais on sent qu'il y a une énergie dans la langue qui nous permet peut-être de nous tirer vers le haut. Ça, c'est super important pour moi. Was diesen Roman angeht, da ist die innere Ordnung ja tatsächlich auch Dans ce roman, l'organisation interne est très musicale aussi. Il y a un prélude et de nombreuses interludes Ouais. et qui structurent l'organisation du roman. Donc, indépendamment du fait que la langue est très musicale, je me suis dit que vous avez un peu composé l'ensemble aussi comme une composition musicale. Oui, 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 c'est vrai. Mais peut-être que le temps passe et si je devais écrire le même livre aujourd'hui, je crois que je ne le construirais déjà plus de la même façon. Parce que il y a une sorte de jeu effectivement entre différentes parties. Il est très découpé. Il y a effectivement ce prélude, il y a des chapitres et puis il y a ce que j'ai appelé des interludes, des pauses dans le récit qui permettent de faire entendre un autre type de voix. Et je pense qu'aujourd'hui, j'aurais eu tendance à essayer de concentrer tout ça peut-être plus dans le texte, dans le corps de texte lui-même, mais ça fait partie du temps, ça fait partie comment dire, du progrès qu'on peut faire parfois aussi et de notre parcours d'auteur. J'ai écrit ce livre il y a maintenant presque 5 ans, quand on prend les 2 années que ça met avant d'être converti en livre. Donc finalement, c'est un texte que j'ai écrit assez vite après mes premiers. Voilà, mais cela dit, quand je l'ai relu un peu tout à l'heure cet après-midi, et je me disais que ça tenait bien comme ça, mais je vois qu'il y a eu 5 années d'écriture qui sont passées et mon approche n'est plus la même. C'est comme si on demandait à un peintre 5 ans après à Picasso, 5 ans après la période bleue, est-ce qu'il aurait encore peint de la même façon? Non, forcément, les choses passent. Mais oui, c'est très musical. C'est un livre qui est très, très musical. Und ich werde jetzt mal ein bisschen ins Innere des Textes Alors, gehen. je vais me plonger un petit peu dans l'intérieur du texte. On a parlé déjà un petit peu de la forme, mais c'est intéressant de ce que vous nous dites à propos de l'évolution de la forme et que vous auriez peut-être aujourd'hui choisi une approche un peu différente. Pour moi, Pense aux pierres sous tes pas, c'est un livre fantasmagorique et qui m'apparaît pourtant profondément ancré en terre malgré toute son exubérance. On pense que cette fiction se nourrit
d'expérience et que ça n'est pas simplement le fruit de l'imagination de l'auteur. Alors, c'est très perturbant parce qu'on ne sait pas à quelle période ça se déroule, dans quel pays, en quel lieu se déroule l'histoire, mais en tout cas, la rudesse des conditions dans lesquelles les personnages affrontent l'existence, cette rudesse, elle existe. Et ça, nous le savons tous. Et il suffit de regarder et d'écouter ce qui se passe dans le monde ou de faire l'effort de se mettre un instant dans la peau d'un autre, d'un non privilégié, d'un être dépossédé de ses droits. Mhm. Dans Pense aux pierres sous tes pas, vous nous parlez du dénuement le plus cruel, de l'exploitation impitoyable. On trouve des autocrates à la tête du pays, des délateurs, des profiteurs, et puis un tyran domestique aussi. L'individualité des sujets est très souvent foulée aux pieds, mais les personnages que vous avez créés, Antoine Wauters, élaborent leur propre stratégie de survie. Eros, par exemple, offre une échappatoire cruciale dans la misère. Fomenter un attentat politique aide aussi à garder la tête haute. Et puis, l'emprisonnement, lorsqu'il se produit, il est aussi supporté avec dignité. Il se passe vraiment beaucoup de choses dans ce roman dont le récit se déroule vers l'avant, ça va dans un sens, on va vraiment vers l'avant dans un fil des événements qui est assez turbulent, avec malgré tout une perspective paisible à laquelle contribue abondamment l'ambivalence d'un personnage emblématique dont on va avoir l'occasion de reparler. Alors, Paul, j'aurais voulu vous poser une question. Est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire en quelques mots la constellation de base du roman? Qui sont les principaux personnages? Alors, l'action est surtout racontée du point de vue des deux jumeaux, Léo et Marcio, et ces deux jumeaux grandissent avec leurs parents, Mams et Paps, dans la plus grande misère, à la campagne, sur une espèce d'île fictive, et la famille craint toujours pour sa survie parce que les autocrates exploitent la population sans scrupule, et il faut avoir des productions agricoles suffisantes pour réussir à tenir les quotas de production imposés par le régime, mais du coup, il ne reste pas grand-chose pour les familles elles-mêmes, même très peu. Et donc, ça laisse aussi très peu de place à l'éducation. C'est ce qui fait que les deux jumeaux sont retirés de l'école très vite pour pouvoir travailler à la ferme du matin au soir dès le plus jeune âge, avec une séparation très claire et sexuée des tâches. Léo aide sa mère à la maison et Marcio travaille dans les champs. Mais à la différence de Léo, au moins Marcio profite du paysage. Et puis, un jour, les deux jumeaux, dans, dans un jeu, inversent les rôles. Marcio se déguise en Léo, Léo se déguise en Marcio, de façon à ce que Léo puisse aussi avoir l'occasion d'aller travailler dans les champs. Mais ça ne tient pas très longtemps, ça débouche sur des sanctions très sévères, ils sont frappés et en fait, ils sont tellement pris par la tâche qui leur incombe que les parents n'ont pas le temps ou l'énergie de donner de l'affection à leurs enfants. Et donc, cette absence d'amour fait que la relation entre Marcio et Léo est d'autant plus intense parce qu'il n'y a pas d'amour ailleurs, il n'y a pas de source d'amour ailleurs. Mais lorsque un jour le père les détecte dans leurs jeux amoureux, ils sont battus à nouveau et les parents décident de les séparer et Léo est envoyé vivre avec son oncle Zio et l'épouse de son oncle, Made. Et
Finalement, c'est une chance pour Léo et plus tard aussi pour Marcio, parce que pour la première fois, Léo se retrouve entouré de douceur et elle a un premier élément de comparaison de l'injustice qui lui a été imposée jusque-là avec ses parents. Bon, Paul vient de nous dire que la famille des jumeaux vit de l'agriculture, s'alimente de ce que produit la terre et ce n'est pas grand-chose. Les gens sont quasiment à mourir de faim. Il en va différemment de ceux qui servent le régime. Ils sont noyés sous les biens de consommation, l'électroménager, censé rendre la vie un peu plus facile, mais que les masses ne posséderont jamais. Et le pire, c'est l'absence d'éducation du peuple. Le nom de l'autocrate à la tête du pays, de ce pays fictif, c'est des Ochu. Bon, je vais le prononcer comme ça. Pour moi, c'est une consonance étrangère, mais pas totalement inconnue. Il y a aussi un volcan dont l'éruption fait aussi penser à l'Italie. Il y a des contrastes climatiques forts entre le nord et le sud, là encore, comme dans les pays du sud. Mais il est impossible de placer le pays sur une carte. Alors, Antoine Wauters, à quoi avez-vous pensé en donnant forme au pays ou à cet État? Au départ, j'étais parti sur. J'avais envie d'écrire sur l'Italie contemporaine. En tout cas, l'Italie telle que j'ai pu moi la connaître au moment où je voyageais beaucoup là-bas, puisque la maman de mes enfants est italienne. Et donc, j'ai eu l'occasion pendant plus de 10 ans, notamment de voir ce qui se passait sur cette île assez formidable qu'est la Sardaigne, où Berlusconi se prend régulièrement des vacances et où, surtout, Berlusconi a établi une forme d'empire hôtelier, donc construit des chaînes d'hôtels sur les côtes, etc. Et je n'ai pas pu m'empêcher, à chaque fois que je partais en voyage là-bas, dans la famille notamment, donc des gens qu'on connaissait, la famille de la maman de mes enfants, c'était des gens qui vivaient avec 3 fois rien, qui vivaient dans une relative précarité parfois, qui vivaient dans des montagnes, qui vivaient parfois près des côtes, et en même temps, on voyait ces architectures futuristes venir vraiment s'asseoir sur la tête des gens, sur leur vie quotidienne, avec du luxe. En permanence du luxe, avec des nouvelles technologies, et donc il y avait là deux mondes qui se côtoyaient, un monde de l'exubérance de l'argent, de l'argent sans limite, qui croit détenir tous les droits et qui détruit la nature, qui détruit les vies des gens, et puis la vie muette en fait de la plupart des gens de cette île. Et je me suis dit, finalement, parce que dit comme ça, c'est pas très original, on connaît cette opposition-là depuis longtemps, mais ça m'a semblé quand même emblématique de quelque chose qu'on voit se produire depuis maintenant plusieurs décennies à différents endroits de la planète, que ce soit aux États-Unis, quand on voit des gens comme Trump qui ont effectivement un peu le même ADN que quelqu'un comme Berlusconi, dans une sorte de comment dire, oui, cette idée que l'argent est le but absolu à atteindre, et qu'une fois qu'on possède beaucoup d'argent, on peut faire plus ou moins ce qu'on veut, c'est-à-dire abîmer les choses, abîmer la terre et abîmer les conditions d'existence des gens. Mais c'est valable aussi en Afrique, c'est valable aussi dans les pays de l'Est, les anciens pays communistes. Et donc, j'ai fait une sorte de synthèse, de grand mélange de tout ça. Et j'ai évidemment gardé des sonorités sardes ou italiennes dans le livre. Mais il m'est apparu aussi que ces sonorités sardes, elles pouvaient aussi évoquer justement la Roumanie de Ceausescu, par exemple, et créer une sorte de configuration de pays qui vaut pour notre monde contemporain et qui est marqué par ces grands antagonismes, ces grandes tensions entre ceux qui possèdent et ceux qui n'ont pas, ceux qui n'ont rien. In der französischen Buchausgabe gibt es 2 Zeichnungen mit der Dans Topographie. l'édition française, il y a 2 dessins avec la topographie du pays entre ici et ailleurs.
avec un dessin de la période où les jumeaux sont enfants, et puis ensuite à la fin de leur adolescence. Alors, est-ce que c'est vous qui avez dessiné ces 2 cartes, Antoine? Non, c'est ma compagne qui est d'ailleurs ici dans la maison, qui pourrait venir vous en parler. Euh, si vous voulez, je l'appelle. Non, l'envie, c'était vraiment d'avoir un aspect ludique. Je sais que le livre est quand même d'un aspect assez politique et que voilà, la violence faite aux enfants et faite aux populations, elle est quand même grande. Mais j'avais envie de symboliser simplement par ces 2 dessins qui ouvrent et qui ferment le livre, l'évolution en peut-être 15 ou 20 années, le passage d'un monde qui n'est pas encore totalement abîmé par ce régime dictatorial. C'est une dictature consumériste quelque part. C'est l'idée que le progrès pour les gens de cette île, ce sera de travailler plus, de gagner plus d'argent et de pouvoir s'acheter plus de lave-vaisselle ou n'importe quoi, toutes sortes de technologies. Et donc, on voit en 15 années comment cette île qui était encore assez naturelle, bien que difficile, hein, c'est un climat qui est compliqué, voilà, mais il restait de la beauté. Il restait une forme de nature sauvage qui permettait aux gens, et en l'occurrence à Marcio et Leonora, de s'y réfugier. Et à la fin, plus tard, quand ils ont grandi, on voit bien à quel point le régime a comme ça mis ses pions un peu partout. Et voilà, donc le texte prend une nature plutôt de fable et de conte politique plus tard, mais l'idée de ces cartes, c'était juste ça, de le montrer par une image enfantine, comme si c'était les personnages eux-mêmes qui les avaient dessinés finalement. In der deutschen Ausgabe fehlen diese Zeichnungen. Wissen Sie, Dans warum? la version allemande, il n'y a pas ces 2 dessins. Vous savez pourquoi, Paul? Oui, Antoine aurait bien voulu qu'on y conserve les cartes dans cette version allemande, et moi aussi, je dois le dire. Et je trouvais vraiment que c'était très, très chouette d'avoir cette carte au début du livre, puis de lire le livre et de découvrir, c'était mon cas en tout cas, de découvrir ensuite la carte à la fin du livre. Et c'est intéressant de voir dans quelle mesure les transformations du territoire à travers le livre se retrouvaient dans les cartes. Alors, j'avais imprimé ces 2 cartes et puis j'avais commencé à essayer de traduire ces noms. Et puis, la décision a été prise par la maison d'édition peu avant le passage en presse. Je ne sais pas exactement pourquoi en réalité. Bon, c'est évidemment pas une décision qui m'incombe, mais je crois que ça a été convenu avec Antoine par téléphone. Bon, c'est peut-être pas très grave, mais c'est quand même un problème parce que ces cartes, en particulier la carte du début, elle crée une attente, elle suscite une attente avant d'attaquer le roman. Et avec l'absence de cette carte, il nous manque un petit peu le caractère insulaire de ce territoire au départ. Et puis le mot de « île » dans le texte original, il n'apparaît qu'après la page 100. Et c'est la raison pour laquelle, moi, il me semblait important de remplacer la terre ou le pays par l'île dans la version allemande. Je crois que c'est dès la 2e page de la version allemande pour que justement le lecteur allemand sache aussi, sans ambiguïté possible, qu'il s'agissait d'une île. Et je trouve que ça permet du coup de s'imaginer cet univers sans les cartes. Bon, c'était une intrusion nécessaire dans l'original, mais ce n'est pas non plus tout à fait anodin. Mais enfin, j'ai demandé l'autorisation d'Antoine Voters. Mais en tout cas, pour moi, ça avait un petit avantage en tant que traducteur de ce texte au plan linguistique, parce que le terme de Land, le pays, c'est un terme qui apparaissait souvent parce que Land, c'est le pays, mais c'est aussi la terre, c'est aussi la campagne en allemand. Donc, ça me donnait une solution un peu élégante de pouvoir utiliser davantage le terme île, Insel.
Reviens un petit peu en arrière. On a évoqué le comportement des parents qui ne supportent pas que leurs enfants soient aussi des êtres sexués. J'ai choisi un passage que va nous lire Paul Surzak en allemand et bien sûr nous entendrons l'original dans la traduction simultanée. Paul, c'est à vous pour la lecture, la première lecture. So. Ein bisschen Licht machen noch. Mettre un peu de lumière. Il y avait de constantes frictions entre Pabst et moi. Mams voulant nous envoyer en pension quand Pabst, de son côté, prétendait que c'était impossible parce qu'il avait besoin de nous. Tournant dans la cuisine comme une bête en cage, il exhibait des factures à payer et criblait de chiffres rouges ses carnets de comptes, puis se mettait à braire pendant que Mams se contentait de secouer la tête en disant qu'elle était perdue, lasse et ne savait plus quoi faire. Suivait un long silence durant lequel on écoutait à la radio les flashs liés au mont Morgiou, destruction de Benidinde, rues dévastées, gens asphyxiés par les gaz ou écrasés par les blocs volcaniques. Puis Mams, prétextant que cette vie n'était plus possible et qu'elle était taboue, revenait à la charge avec cette idée de pension. Elle nous mettait en garde. Surtout, jumeaux, ne faites pas notre erreur, n'ayez jamais d'enfants. À quoi Pabst répondait par des cris stridulants sortant de lui comme des nuées d'insectes, des cris qui lui faisaient cogner les murs et hurler de plus belle en maudissant cette chienne de vie qui allait le faire crever. Pauvre Pabst, pauvre vie, pays de chiens. En marge de cette idée de pension qui les divisait tant, ils avaient convenu de toute une série de règles strictes qu'on devait observer scrupuleusement si on ne voulait pas disparaître du paysage, selon l'expression rituelle de Mams. Mais dans les faits, c'était plus des interdictions que des règles. Par exemple, on ne pouvait plus dormir dans la même chambre. Chacun avait la sienne. La chambre de Martiaux se situait au grenier où il faisait une chaleur mortelle. On ne pouvait plus nourrir les bêtes ensemble, ce qui jusque-là était la norme et notre plus grand plaisir. Se parler seul à seul était interdit, que ce soit à la maison, dont ce babou avait été exclu, ou ailleurs, dans les plaines, au marigot et le long des fleuves où on aimait se baigner nu. Enfin, si Mams ou Paps, Mams ayant notre préférence, nous trouvait encore avec des déguisements de fous, d'originaux, de dépravés ou en train de nous toucher, elle tracerait sur nos joues une croix des vaches avec le couteau de Paps ou avec un morceau de sucre pour retarder la cicatrisation. Au fond, tous les deux étaient à bout, ça se voyait. Mais d'une certaine manière, on ne s'en faisait pas, parce que tout ce qu'on voulait, c'était vivre notre vie et goûter l'amour. Merci pour la lecture de ce passage. Les jumeaux, Martiaux et Léo, s'aiment et ils planifient la fuite de cet enfer familial. Antoine Wauters, avant de vous consacrer il y a une dizaine d'années à l'écriture, vous avez enseigné à Bruxelles et à Liège. Lorsque les personnages des jumeaux sont nés dans votre imagination, est-ce que vous avez aussi pensé à d'anciens élèves ou à des adolescents que vous aviez connus comme écoliers à l'époque, dans vos classes? Non. À vrai dire, ce livre raconte, au-delà de l'histoire politique dont on a parlé un petit peu, cette espèce d'histoire amoureuse, incestueuse entre un frère et une sœur. Pour moi, c'est pas du tout une relation incestueuse. Pour moi, c'est une métaphore d'un amour particulier, très fort, très intense, que des êtres peuvent se vouer. Et en l'occurrence, moi, j'ai pas tellement pensé à des adolescents que j'aurais connus en tant qu'élève, par exemple, mais bien la relation qui m'unissait avec mon frère quand on était enfant. Euh, à bien des égards, le texte et le contexte plutôt de Pense aux pierres sous tes pas ressemble à l'enfance qu'on a pu connaître dans une certaine mesure, avec évidemment beaucoup moins de violence. Mais c'était une vie qui était coupée de tout, très séparée des villes, très séparée des grands centres urbains, très séparée des technologies, très séparée du rapport à l'argent, sans pouvoir dire qu'on manquait d'argent. On n'était pas non plus une famille
c'était une toute autre époque, une toute autre approche. J'avais des grands-parents qui étaient agriculteurs comme dans le livre, qui l'ont été à un moment dans leur vie en tout cas, pas toujours, parce qu'ils ont changé après, mais enfin ils ont commencé par ce métier d'agriculteur. Et cette relation très fusionnelle qu'on avait, mon frère et moi, au point que la première phrase du livre, quand Léonora dit « on était nés jumeaux », pourtant mon frère avait toujours été comme un aîné pour moi, c'est une phrase que je peux revendiquer comme biographique ou autobiographique. J'ai toujours eu l'impression que mon frère, même si en l'occurrence il est 1 an et demi plus âgé que moi, que c'est mon frère jumeau. Et toute mon enfance, toute notre enfance a été, ça ressemble très fort au mythe de l'androgyne dont parle Aristophane dans le banquet de Platon, où il y a à l'origine des êtres qui sont des sphères complètes et qui ne sont ni filles ni garçons, qui sont les deux. Et mon frère et moi, même si on était deux garçons, il y avait cette idée de complétude, l'idée qu'on formait un tout absolument parfait. Et le livre raconte aussi comment le passage du temps va casser cette unité originelle qui peut effectivement être une sorte de protection contre la dureté et la violence du monde. Le fait d'être à ce point-là en symbiose avec quelqu'un, ça nous protège et ça nous préserve de bien des difficultés. Et c'était le cas dans notre enfance et c'est bien encore plus le cas dans Pense aux pierres sous tes pas, puisqu'il y a ce contexte politique dont on a parlé qui est plus intense. Es gibt eine kleine Unterbrechung und das Bild ist eingefroren. Nous avons un petit problème de connexion. L'image d'Antoine Wauters s'est figée. J'espère que nous allons bientôt l'entendre à nouveau. Moi, je vous entends à nouveau. Très bien. Ouais. Ja, die Eltern dieser symbiotischen. Oui, les parents de ces jumeaux symbiotiques sont vraiment durs. Ils démoralisent les enfants avec leurs dictons, leurs attitudes défaitistes, sans parler des coups qu'ils leur font subir. Ils disent par exemple que trop d'amour nuit au cerveau, fait fondre le cerveau. Antoine Wauters s'adresse parfois directement au lecteur. On trouve des phrases comme les mots que vous venez de lire sont noirs, c'est vrai, et probablement êtes-vous en train de vous dire quelle poisse, le sort se sera bien acharné sur eux. À la lecture de ce texte, je me sentais vraiment aspiré activement dans le récit. Paul Sorzac l'a dit, c'était la même chose pour lui. Est-ce que ça a été frappant sur l'ensemble du texte? La question m'est posée, dit Paul, oui. Oui, oui, tout à fait. Vous venez de le dire. Au plan technique, dès le prélude, il y a Léo et Marcio qui s'adressent au lecteur et ça se reproduit régulièrement sur l'ensemble du roman. Mais de toute façon, indépendamment de cela, je me suis toujours tout de suite senti amené à réfléchir, à m'impliquer dans ce roman. Il y a des protestations à la fin et on se retrouve à prendre part à l'expérience sociale et ça mène à s'interroger. Alors, pourquoi est-ce que j'ai abordé cela? Parce que je trouvais qu'il y avait un certain nombre de sujets, par exemple les traumatismes de l'enfance, le chantage affectif, le rapport à l'oppression dans la famille, l'oppression politique, la manière de surmonter ces traumas. Je trouvais que c'était extrêmement imbriqué dans la narration de l'action et ça permettait vraiment de s'identifier d'un bout à l'autre, même si bien sûr, pour ma part, je n'ai pas vécu de choses aussi terribles. Mais en tout cas, on arrive tout à fait à ressentir avec les personnages. Et ce qui m'a vraiment aussi beaucoup plu, c'est l'élément social, les structures totalitaires, les dictatures. C'est vraiment d'actualité. Il y a toute la scène sur la dénonciation, notamment la délation. Mais comme vient de le dire Antoine aussi,
le lien qu'il établit entre les dictatures et les sociétés de consommation, la croissance économique qui est imposée, qui devient un but en soi, et évidemment qui se fait au détriment des bases de la vie. Et ça, ce sont des problèmes que l'on connaît bien dans nos démocraties libérales reposant sur l'économie de marché. Donc, il y a beaucoup d'éléments dystopiques dans cette réalité insulaire, mais ce n'est pas si éloigné que ça de notre propre réalité. Et ce que je trouve également très bien, et Antoine l'a également abordé, c'est que ce n'est pas moralisateur. Antoine ne nous explique pas comment le monde devrait être à son avis. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend ce langage, ce discours dénué de sens, et il lui oppose, par contraste, une langue très poétique. Et avec le retour à la réalité, ça donne beaucoup d'authenticité et ça ancre le récit dans le réel. Il y a beaucoup de passages très puissants qui montrent bien l'énergie vitale des jumeaux. Bon, Léo est envoyé vivre avec son oncle. Et bon, c'est une femme qui va du coup devoir travailler dans les champs, mais personne ne lui crie dessus et elle se sent aimée par ce couple sans enfant. Elle se doute peut-être, mais elle ne sait pas vraiment, que son frère a tenté à plusieurs reprises de s'enfuir de la maison familiale. Lui, de son côté, se sent un petit peu comme une bête humiliée et il s'inflige des coups, des souffrances pour supporter la souffrance de l'absence de sa sœur qui lui manque tant. Il doit lutter contre des visions suicidaires et lorsque ses parents le maltraitent, le frappent, le punissent, il leur rit au nez parce qu'il sait que ça les désarme. C'est sa vengeance. Léo a tellement de colère contre ses parents pitoyables qu'elle s'édicte un ensemble de règles pour tenir le coup. Et je vais demander à Antoine Wauters de nous lire le passage dans lequel Léo présente ses règles à la page 67 de l'original. Ce serait bien si Antoine pouvait nous lire ces 9 règles. Très bien. Ce sont des règles un peu particulières. Hein. Donc ça s'appelle règles pour survivre à sa propre famille. Mesures contre la peine. 1. Pense à ton père comme à un étranger. Dis-toi qu'il sera le dernier à te venir en aide quand ton cœur sera près d'être percé. 2. Pense à ta mère comme à une morte. Recouvre-la de terre. La nuit, marche en tapant des pieds pour n'entendre pas ses plaintes monter vers toi. 3. Dis-toi que le lien du sang n'est rien. Quand tu seras blessé à mort, préfère la langue d'un chien à celle de tes parents, préfère-en la beauté, oublie les tiens. 4. Évite les moments de joie avec eux. Plus tard, ils reviendront nourrir ta nostalgie et te piétiner le cœur. 5. Quand tu seras affamé, ne reviens pas frapper à leur porte. S'ils t'ouvrent, tu seras nourri de fiel et abreuvé de reproches. 6. Apprends à taire leur voix en ton cœur, car ce n'est jamais eux qui t'appellent, mais toi, pauvre malheureuse, qui en imites les voix, par soif, par peur et par nostalgie. 7. Plie tes vêtements seuls dès 3 ans, bois à ton propre sein, sache chasser des 4 ans, mange seul ou ne mange pas. 8. Pleure et prie, petite, puis piétine tes larmes. 9. La colère ne règle rien, chaque seconde compte. Voilà. C'est très étrange quand on entend le texte comme ça, ces mesures sorties de l'énergie du livre, mais en fait, ce sont vraiment des mesures qui sont d'une dureté absolue, non pas parce que Léonora déteste ses parents, parce qu'elle les aime d'une façon absolument prodigieuse, mais qu'elle n'a jamais eu le sentiment d'avoir, elle, été aimée. Et donc, elle est dans une période de sa vie où elle aurait besoin d'entourage, elle aurait besoin d'une écoute, elle aurait besoin d'un cadre d'amour
et que les siens soient comme une sorte de rempart pour elle contre la violence du monde, et elle ne l'obtient pas, ça. Elle n'obtient absolument rien, et pour se protéger de cette espèce d'immense souffrance que c'est d'aimer quelqu'un et de sentir qu'il n'y a rien en retour, elle édicte ces règles-là qui sont d'une violence extrême, parce qu'au moins, elle pense comme ça qu'elle sera protégée à tout jamais des revers de l'amour. Die heranwachsende Leo hat ja eine Fortsetzung der Regeln Alors, geschrieben. Léo, adolescente, a écrit une suite à ces règles. Et une des autres règles, c'est quand tu pars, pense aux pierres sous tes pas, dis-toi qu'elles comptent toutes, que chacune d'elles compte, et qu'en dehors, eh bien, il n'y a rien. Quand on ne regarde pas où on met les pieds, on risque de trébucher et de tomber. Et quand on est en fuite, les conséquences d'une chute pourraient être terribles. Qu'est-ce qui a emporté votre décision de retenir cet appel comme titre, Antoine Wauters? J'aimais bien, vous faites bien de le souligner, cette idée qu'il y a effectivement d'autres mesures qui viennent plus tard, qui sont un peu plus douces. Peut-être que du temps est passé et Léonora a déjà un regard un peu différent. Ben, j'ai gardé ce titre, Pense aux pierres sous tes pas, parce qu'il est venu très vite. Il arrive déjà plus tôt dans le roman, si je me souviens bien, à un moment effectivement où il s'agit de ne pas tomber quand ils fuient, quand ils essayent d'échapper à leur père. Et c'est Marcio qui dit ça à Leonora, ne tombe pas, pense aux pierres sous tes pas, surtout il ne faut pas tomber à ce moment-là de notre fuite. Donc j'aime cette idée-là de menace, l'idée qu'il y a quelque chose qui peut se passer qui n'est pas bon, mais surtout, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un livre qui est qui va vers l'avant. C'est presque une traversée du désert, pense aux pierres sous tes pas. C'est partir de ce que la vie peut avoir de plus aride, de plus dur, et essayer au final de créer quelque chose comme un oasis presque de sens, de lumière, avec même des cultures de fraises. Ici, en l'occurrence, il y a une sorte de création d'un état indépendant, d'État beaucoup plus libre, mais c'est un État au sens politique, mais c'est un État aussi au sens personnel. Comment chacun va vivre sa vie dans cette nouvelle configuration. Mais donc, il y a vraiment l'idée d'un parcours, d'un chemin, et que pour arriver à quelque chose, à une forme de vie qui est un peu plus libre, un peu plus heureuse, on ne peut pas faire l'économie de toutes ces pierres, de tous ces trous et de tous ces moments finalement douloureux qu'on a dû traverser. Penser aux pierres sous ses pas, c'est se dire il y a que des secondes dans une vie. Et il se trouve que beaucoup de secondes sont des secondes douloureuses, mais on n'a que ça, en fait. On n'a que ça pour s'appuyer et pour essayer chaque fois d'aller un petit peu plus loin. L'idée, c'est ça, c'est traverser une rivière et se retrouver sur une rive qui est plus heureuse. Et je trouvais que c'était symboliquement assez beau aussi pour parler de notre époque où on se réveille tous les matins en se disant comment est-ce qu'on va traverser cette nouvelle journée d'absurdité, de non-sens. Et peut-être que notre métier aujourd'hui, notre métier principal, pas seulement à nous qui écrivons, qui lisons ou qui traduisons, c'est de trouver les moyens de franchir la rivière de chaque journée et le soir de nous coucher avec un moral un peu plus au beau fixe et avec plus de vitalité en nous. C'est un vrai travail à temps plein en fait, ça. Ja. Antoine Wauters Sprache kann poetisch La langue d'Antoine Wauters, le langage qu'il emploie peut être poétique, tendre, rude, plein d'humour. Après le parcours parcouru sur ce livre, l'humour revient. Combien de temps vous a-t-il fallu, Paul, pour vous approprier ces changements de ton? Bon, c'est difficile rétrospectivement de chiffrer ça parce que ça dépend bien sûr de chaque passage. Il y a certains passages qui, dans un premier temps, m'ont paru très difficiles et qui finalement étaient plus faciles à convertir que d'autres. Et d'autres sur lesquels je ne m'attendais pas à de grosses difficultés ont été extrêmement compliqués à traduire. Mais il y a les changements de ton, les changements de lexique, de registre.
Les personnages aussi changent souvent de registre et il faut donc y regarder de très près. Bon, alors, à titre d'exemple, ce qui allait très vite, par exemple, c'est le langage vidé de sens du régime. Ça, c'était assez facile à traduire parce que c'est un langage omniprésent et donc c'était facile de le mobiliser. Il y a la lettre, lorsque Pabst et Mams sont au sanatorium, Pabst écrit une dernière lettre à son frère Zio depuis le sanatorium. Et la deuxième fois qu'il écrit, personne ne peut relire la lettre et donc il y a des fautes d'orthographe dans la lettre, mais j'ai placé ces fautes d'orthographe ailleurs que dans la version française parce que les erreurs les plus courantes de l'orthographe ne sont pas les mêmes en allemand. En français, on va supprimer, on va oublier les finales des mots. Parfois en allemand, j'ai plutôt remplacer le double S par un seul S, rajouter des virgules là où il n'en faut pas. Et donc, l'idée, c'était que cette lettre, elle ne devait pas être ridicule, mais on devait sentir qu'il était un petit peu désemparé et qu'il s'efforçait d'exprimer ses sentiments et que les mots, ce n'était pas vraiment son domaine et qu'il donc il avait beaucoup de mal. Alors, peut-être une remarque plus générale sur la tonalité dans la traduction littéraire. On le voit particulièrement sur ce texte-là. La question n'est pas tant de savoir ce qu'on peut dire, mais comment on va le dire. Autrement dit, c'est pas l'idée première, c'est pas de faire passer une information concrète. Bien sûr, il le faut aussi, mais traduire les informations, une machine peut le faire aussi. Ce qu'il faut réussir à faire dans la traduction, c'est établir un effet équivalent. Il faut que la version allemande produise des effets similaires à ceux de l'original. Et donc, la question qui se pose, c'est comment je vais convertir ce texte en allemand pour créer les mêmes résonances que dans le texte français. Et moi, ma méthode personnelle en la matière, c'est que ce que j'ai traduit la veille, je le passe en revue le lendemain. Et parfois, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est parfois très étonnant le temps que ça peut reprendre. Je trouve que c'est mieux que de reprendre tout à la fin du texte parce qu'il peut s'être passé beaucoup de temps dans l'intervalle et on peut avoir perdu, on n'a plus forcément à l'esprit la tonalité nécessaire sur chaque passage. Donc, je ne traduis pas tout d'affilée parce que de toute façon, il y a beaucoup de révisions à faire par la suite. Donc, j'essaie vraiment de corriger au fur et à mesure. Nous arrivons progressivement à un autre personnage important et nous allons entendre d'autres passages. Alors pour moi, Antoine Wauters est un éclaireur. C'est très net lorsqu'il décrit la corruption politique, on en a déjà parlé, la succession des régimes, la tromperie qui consiste à faire croire au peuple qu'on veut l'écouter pour mieux comprendre comment on va pouvoir lui venir en aide. Et puis au final, le peuple ne subit que la délation, la spoliation et est poussé à prendre les armes avec les conséquences tragiques. Et ce mensonge, il est complètement assumé par le régime et donc on ne s'étonne pas que les gens s'accrochent à d'autres forces et se terrent parfois dans la superstition. Antoine Wauters, vous faites entrer en scène une figure pratiquement mythique, la vieille guérisseuse Mama Luna, à qui vous consacrez tout un chapitre. Et j'ai demandé à Paul Surzak de nous lire un extrait dans lequel sont énumérés quelques-uns des miracles accomplis par Mama Luna. Une ou deux semaines passèrent au terme desquelles Zio décida de faire venir une célèbre guérisseuse pour aider Marcio à se relever. Marcio, qui restait là, maigre comme un câble de frein, maigre comme une trique, comme Pabst. Cette guérisseuse s'appelait Mama Luna.
Elle habitait dans la pointe nord du pays et ne se déplaçait qu'à pied avec son âne Zudo qui portait le matériel, un assemblage de fioles, d'alambics, de mues de serpents, de fleurs des champs et de décoctions de toutes sortes. Elle était connue de tout le monde et tout le monde, à Posino et en dehors, disait l'avoir toujours connue vieille, laide et butée, aussi loin qu'on puisse se souvenir. Mais elle était aussi la cause de nombreux miracles et il la bénissait. À Posino, c'était une star. Selon Zio, elle avait guéri des enfants à qui les mères ne donnaient plus le sein, mais des morceaux de pierre qu'elle laissait cuire dans des poêlons afin de tromper leur faim. Elle avait guéri celle que le village appelait Madame Homme, une femme qui avait soudain vu son visage recouvert par une étrange barbe drue. Elle avait guéri les frères sodomites, 3 attardés mentaux qui allaient non seulement les uns avec les autres, mais également avec les bêtes des fermiers voisins. Elle avait guéri l'homme mortadelle qui avait le visage constellé d'ocelles roses et blancs et de petites papules hideuses. Elle avait guéri l'homme dégoûté de lui-même, un malade refusant de boire après lui et lavant ses couverts entre 2 bouchées. Elle avait guéri ce garçonnet de 4 ans, l'enfant Félix, qui était toujours heureux, hilar, et dont le système nerveux s'en trouvait détraqué. Elle avait guéri Courtequeux, également baptisé l'étrier, parce qu'il avait été surpris en train de toucher son pantalon en matant les filles chez Zurana Dunda, la coucheuse du village. Planquée dans la végétation, Courtequeux avait pris l'habitude de les mater en se touchant, pendant qu'elle, pieds dans les étriers, serrait les dents, jusqu'au jour où une d'elles avait croisé son regard et étouffé de rire en voyant le ridicule engin qu'il tenait entre 2 doigts seulement, le pauvre. Selon Zio, elle pouvait également guérir les rages de dents, les maux de ventre et la dysenterie. Elle savait que la dilatation des artères forme des anévrismes, que l'anis est un grand secours aux personnes sujettes aux indispositions venteuses et qu'il se produit parfois dans l'un des plis du fondement une crevasse allongée, une sorte d'écorchure qui donne un peu de suppuration. Cette Mamaluna, elle tient du personnage de conte de fées. Antoine Vauters, est-ce que vous avez pensé à quelqu'un de particulier en développant ce personnage? Pas vraiment, non, non. Je pense que c'est à nouveau, c'est un peu comme la création du pays lui-même ou de l'île. C'est une accumulation de différentes influences. Et dans le cas de Mamaluna, je crois que la principale chose, ce sont des vieilles femmes dans le village où moi j'ai grandi, qui étaient des personnages très particuliers, qui étaient à la fois extrêmement autoritaires et en même temps extrêmement bienveillantes. C'était aussi des personnages qui avaient finalement, c'est ce qu'on appelle des sorcières, des vieilles dames qui avaient passé leur vie seules, sans enfants la plupart du temps et qui vivaient parfois un peu aux marges des villages. Ça m'a beaucoup influencé, marqué quand j'étais enfant. J'avais peur de ces dames. Et puis j'ai appris aussi que par la suite, une de mes grand-mères avait par exemple des dons de guérisseuse. Ce sont des choses qui sont très courantes dans les villages, en tout cas par ici. Je pense qu'en Allemagne aussi, des guérisseurs et des guérisseuses comme ça. Alors au Moyen-Âge, sans doute elles auraient terminé sur des bûchers, mais en tout cas, dans les années 80, pendant mon enfance, c'était des gens qui continuaient à avoir un petit peu de pouvoir, un petit peu de magie, mais on sentait que les temps n'étaient déjà plus beaucoup à ça. La médecine moderne avait pris le dessus. Et moi, c'est une façon d'être au monde qui m'a toujours fasciné. Le côté très enfantin, finalement, de ces personnages qui ne grossissent jamais les maladies, qui n'en font pas des cas dramatiques et qui restent toujours dans quelque chose d'extrêmement tonique. Et je crois que ce qui m'a convaincu de développer un peu plus ce personnage, c'est que je trouve qu'on est à une époque où les personnes âgées, on les écoute pas du tout, jamais. Et me dire que finalement, le personnage par lequel le destin de tous les personnages du livre allait basculer, le fait que ce soit une vieille dame, je trouvais ça très bien. Je trouvais ça très bien à notre époque parce qu'on n'écoute que la jeunesse, on n'écoute que les présidents qui ont 35 ou 40 ans et qui sont comme des enfants, pas encore très aguerris, mais perclus de convictions stupides.
Et moi, j'aime l'idée que des vieilles dames, des vieux sages, des vieilles personnes qu'on a tendance à placer sur des voies de garage, que ce soit eux qui nous apportent des éléments de sagesse et des éléments de renouveau. Also stimmt, sie tritt auf jeden Fall sehr autoritär. C'est vrai qu'en tout cas, elle se présente de manière très autoritaire. Elle braille, elle engueule le monde. Vous écrivez, il y avait quelque chose de sévère dans son regard. Elle fume la pipe, elle boit comme un homme, elle fait peur aux gens qui ont besoin d'elle. Elle a un mauvais caractère. Elle apparaît et disparaît à sa guise. Et vers la fin du roman, cette vieille femme va jouer un rôle crucial, mais il y a un autre personnage qui sort du lot, un être de lumière en quelque sorte. C'est le vieux Zio, à qui Léo a été confié par ses parents. Zio, c'est quelqu'un qui est prêt à payer le prix de son désespoir et le prix de son dégoût des dirigeants politiques qui asservissent les hommes et qui, au moins dans les villes, les abrutissent à grand renfort de biens de consommation. Alors, écoutons l'admiration de Léo pour son oncle Zio. Je vais demander à Paul de nous lire encore un passage. Le voilà, mon oncle, dans un costume de ville avec une pauvre cravate maladroitement nouée qui forme une sombre bosse à hauteur du cœur. Il est agenouillé devant la dépouille de ses bêtes qu'il touche du plat de la main, comme s'il implorait le ciel de lui pardonner d'avoir fait ça, ou plutôt de ne pas avoir pu faire autre chose que ça, les avoir changés en torches. Étrangement, il semble calme. On dirait Mams quand elle a bien dormi ou quand elle rentre de Santa Lucia. Moi, je le regarde traverser la cour et se pencher sur les dormeurs, qu'il salue comme il vient de le faire pour ses bêtes, en les touchant du plat de la main. Je le regarde fixer le ciel, sa ferme, le hangar effondré, et puis Mad, dont il embrasse le front avant de venir vers moi. J'ai une course à faire, je dois y aller. Ce monsieur vieillissant sans éclat part déclencher une bombe, il est arrêté, déclaré fou, parce que le régime ne peut pas admettre que des citoyens comme lui, des gens simples, fomentent des attentats. Et Zio disparaît à jamais derrière les barreaux. Ses proches perdent toute envie de faire quoi que ce soit, de reconstruire, parce qu'en dictature, toute la famille du condamné est jugée co-responsable du crime. Et les moyens ne manquent pas de priver les gens de leur propre existence. Et Antoine Wauters fait à nouveau intervenir Mama Luna. C'est un passage à la page 144 de l'original. Et je vais demander à Antoine de nous lire ce passage. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend, oui, oui. Vous m'entendez, d'accord. Donc, je n'ai pas bien entendu. Je lis le passage sur Mama Luna à nouveau, c'est ça? Oui, oui, c'est le passage, page 144. Ouais, jusqu'à la Fidèle à fin. elle. Ouais, Oui, d'accord. jusqu'à la fin. D'accord. Fidèle à elle, elle n'eut pas un regard pour nous et traversa la cour avec ses sabots noirs, sa chasuble noire et une voix comme un canon à eau dézinguant tout sur son passage. Laissez-moi faire mon job. Elle s'arrêta, chassa les vioques et les curieux, entra dans la cuisine où Martiaux préparait le repas, se dirigea vers lui, sortit de son sac une canette de bière et la versa dans un grand verre à pied. Ah, quelle tuerie que l'alcool! Elle plongea un index dans la casserole de soupe en train de cuire, l'appliqua sur la pointe de sa langue en une moue de dégoût après avoir ôté sa pipe, puis recracha par terre et renversa la soupe. Vous mangez de la boue, vous me débectez. Après un certain temps, elle prononça le mot Marodou en touchant Martiaux, puis se tourna vers moi. Sois pas triste, c'est la vie. Puis aussitôt, mais non, imbécile, je blague. Elle souriait maintenant. Vous êtes vivant, bande de ploucs. Encore faudrait-il que vous vous en souveniez. Nous poussant dans la cour,
Elle prit alors la main de Mad, elle l'embrassa, la caressa, lui dit des choses que nous n'entendîmes pas, puis se jucha sur une balle de paille et évoqua Zio. C'est un saint, dit-elle. Zio Carabini est un saint. Vous auriez vu ma joie quand le yacht a explosé. Elle nous fusilla du regard. Mais où? Mais vous, pardon, où est votre vigueur, hein? Votre courage, votre santé? Bam! Elle sauta du ballot et cracha par terre. Vous m'écœurez. Les gens qui attendent que le cut-down de la vie soit passé m'écœurent. Je ne devrais pas être là. Mais parce que je vis depuis des semaines avec l'image de ce saint homme dans sa cellule, je suis venu. Est-ce que vous connaissez les prisons du régime? Est-ce que vous l'entendez quand on lui passe la tête dans un pneu de bagnole, qu'on le noie dans un bassin d'eau froide? Vous croyez quoi, bande d'abrutis? Elle se tut, fit brasiller sa pipe, puis nous fixant comme nous fixait Paps, c'est-à-dire comme des moins que rien, comme des minables. Vous êtes des porcs. Les gens qui attendent que le ciel leur fracture le crâne ne méritent pas de vivre. Dressez-vous, bon sang, dressez-vous sur vos pattes. Et ayant dit cela, on la vit se diriger vers notre étable où elle passa la nuit, levée contre son âne, Zudo. Voilà. Es passiert ja dann auch, dass die Leute aus ihrer Lethargie. Et c'est ce qui se produit. Les gens sortent de leur léthargie. Mamaluna leur donne une leçon d'autonomie, les incite à reprendre le pouvoir sur leur vie. Ce qu'elle suscite, Paul Surzak, est-ce qu'on peut l'interpréter comme un mouvement de la base? Mama Luna donne des cours assez excentriques avec des listes de mots et elle laisse ses élèves écrire de nombreux textes aussi, ce qui doit les amener à réfléchir par eux-mêmes. Et ça permet aussi d'opposer des éléments artistiques au langage de la dictature. Et les enfants, les élèves, du coup, se découvrent eux-mêmes, découvrent ce qui est important pour eux. Et ce qui est important pour eux, c'est aussi de couvrir leurs propres besoins dans un autre rapport à la terre et à la nature. Il ne s'agit pas simplement de battre la terre en se brisant pour maximiser les rendements. Il s'agit de mettre en place une coexistence pleine de sens. Et donc, ce mouvement de la base, c'est effectivement un terme qui me plaît, mais il faut en voir les limites parce que le groupe autour de Marcio et Léo ne se soumet pas au régime, il déclare son indépendance, crée son propre État, mais il faut quand même qu'il s'accommode d'une certaine coopération avec le régime. Et Antoine Wauters ne nous donne pas d'instructions sur ce qu'il faudrait faire pour mettre en place des formes de vie légèrement utopiques, bon, même si le trait est un petit peu forcé ici. Mais ce qui est déterminant, c'est qu'on peut essayer de nouvelles formes de vie ensemble qui ne sont pas imposées par le haut. Et dans ce cadre-là, la créativité n'a pas de limite. Donc, on peut s'inspirer de cette auto-organisation un peu anarchique. Et donc, je me suis vraiment senti impliqué dans cette façon de voir les choses. Et c'est ce qui me plaît, c'est un élément très fort dans ce roman pour moi. Cette littérature, elle ouvre de nouveaux espaces de réflexion. Moi, je me suis senti très touché par le personnage de Mama Luna qui nous fait passer un message très important, qui donne une leçon très forte. Ne vous retournez pas, ne regardez pas derrière vous. Tracez un trait sous votre vie passée, regardez de l'avant, souvenez-vous que vous avez connu la joie, le plaisir. Le roman a des côtés très sombres, avec beaucoup de violence, beaucoup de douleur, mais il y a quand même cette perspective utopique à la fin. Bon, on ne sait pas comment va aboutir cette expérience de vie
Alors Antoine Vauters, cette conclusion du roman où tout reste encore en suspens, mais on a quand même le calme qui s'installe, est-ce que vous aviez ça à l'esprit dès le départ? Est-ce que vous pouvez répéter juste la toute fin? Ob Ihnen beim Schreiben Est-ce que lorsque vous avez écrit le roman, cette fin, cette perspective utopique, vous l'aviez déjà à l'esprit? L'idée que les choses sont encore en suspens, on ne sait pas exactement ce que ça donne, mais on sait en tout cas que le calme est de retour. Oui, oui, j'avais envie de. En fait, dès le moment où ce personnage de Mamaluna apparaît, euh, j'ai senti que je ne pouvais pas rester sur un constat d'échec et sur cette idée que collectivement on ne peut rien faire. On ne peut pas agréger nos forces pour essayer de créer quelque chose qui nous semble plus juste et plus beau. Et ce que j'aimais dans le personnage de Mamaluna et ce qui m'a amené à cette fin qui est une sorte d'invention, effectivement, c'est une utopie, mais c'est une manière de vivre ensemble qu'on peut essayer peut-être de mettre en pratique aussi dans nos vies aujourd'hui. Je pense qu'en fait, c'est pas plus difficile de créer un monde beau qu'un monde dégueulasse. Ça ne nous demande pas plus d'énergie, ça ne nous demande pas plus de temps. Et c'est un peu ce que Mamaluna va leur dire et c'est un peu ce qui va créer ou présider à la création de cet État indépendant. Mais ce que j'aimais beaucoup dans ce personnage, pour revenir une seconde sur elle, c'est que, à la différence de beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent avoir une importance sur nous et sur nos vies, ils se présentent souvent comme des prophètes et des gens terriblement bienveillants. Quand on entend par exemple le discours d'Emmanuel Macron il y a quelques jours confirmer qu'il fait bien campagne lui aussi, on a vraiment l'impression que c'est un fou absolu, mais surtout qu'il est convaincu de nous apporter des solutions qui nous feront du bien à nous. Il se présente comme un prophète, comme quelqu'un qui sait ce qui est bon pour nous. Et dans le livre, j'ai vraiment essayé d'inverser la vapeur et Mamaluna se présente sous une apparence qui est immédiatement sévère, désagréable et pas du tout amicale. Et je trouve que c'est très ironique et très intéressant qu'aujourd'hui, des leaders qui peuvent être des leaders politiques puissent se présenter sous un jour qui n'est pas du tout un jour médiatiquement beau, intéressant, doux et qui nous prend dans le sens du poil. Et ça, j'y tenais vraiment beaucoup parce que la douceur et le sens dans notre vie et des existences plus riches et plus lumineuses, on peut parfois les trouver grâce à des gens comme ça qui en apparence ne paient pas de mine et n'ont pas l'air d'être des bonnes personnes. Et j'aime écrire aussi pour susciter des retournements et des inversions de valeurs, comme disait Nietzsche. Moi, je trouve ça très, très important. C'est l'opposé d'une communicante, Mamaluna. C'est l'opposé de quelqu'un qui manie ce qu'on dit aujourd'hui, les éléments de langage. Elle n'a pas besoin de ça. Elle est connectée à une vérité qui se passe de ce genre de mensonges. Wunderbares Buch, großartige Un livre merveilleux, des personnages formidables. Alors, vu que l'heure tourne, j'aurais voulu donner au public la possibilité de poser des questions, si vous en avez, à Antoine Vauters et à Paul Sonzac. Ariane Matoutovan le disait en introduction, vous avez la possibilité de lever la main pour demander la parole. Nous verrons ainsi qui a une question ou un commentaire à nous proposer. Et à ce moment-là, il ne vous resterait plus qu'à ouvrir votre micro. J'ai une petite question pour Antoine Vauters. Alors, je vois là une certaine contradiction. Les enfants, surtout au début du livre, se comportent comme des enfants. Alors, c'est compréhensible. Mais les réflexions, ce sont des réflexions d'adultes. Comment est-ce que vous expliquez ces contradictions-là? Le fait que les réflexions de ces enfants sont peut-être trop matures, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Moi, j'ai juste essayé. Oui, je comprends votre question. Ce que j'essaye de faire, c'est aussi de démonter certains stéréotypes
Et moi, je suis, depuis toujours, j'écris des livres qui parlent de l'enfance ou qui parlent de situations que vivent des enfants. Et on m'a déjà dit dans un précédent roman, tiens, c'est marrant, vous prêtez à votre personnage des pensées d'adulte. Mais je pense en fait que la réalité que vivent certains enfants, notamment dans des situations de grande violence, comme c'est le cas dans ce livre-ci, leur réalité, elle est extrêmement complexe et leurs pensées sont parfois extrêmement étonnantes en termes de maturité. J'ai, par expérience, vu aussi combien dans des milieux sociaux défavorisés, des enfants de 7-8 ans étaient capables de se comporter précisément comme des adultes. Dans la région où moi j'ai grandi quand j'étais enfant, il y avait autour de moi une telle violence qui était faite parfois à des petites filles, à des petits garçons, que dans ces familles, c'est ce qu'on appelle la parentalisation en psychologie, ils devaient se comporter comme s'ils étaient les parents de leurs propres parents. Et quand vous avez un papa qui est alcoolique, par exemple, et que le soir, vous avez peur de rentrer de l'école parce que vous ne savez pas dans quel état vous allez le trouver, ça vous amène à sortir très tôt de cet état d'enfance. Et le livre raconte notamment cette situation-là, mais mon arme à moi, effectivement, c'est de passer par les mots. Quand on est enfant, on vit ça sous un mode qui n'est pas encore totalement du langage. Moi, je dois passer par de l'écriture pour pouvoir rendre compte de ça. Merci. Merci à vous. Vielleicht gibt es noch jemanden, der Peut-être y aura-t-il une autre question? Wenn nicht, dann würde ich Si ce n'est pas le cas, gerne wissen wollen noch, Sie hatten Antoine Bouters eingangs gesagt, j'aurais voulu que vous nous disiez, Roman an sich geschrieben, vous nous avez dit que le livre, vous l'avez écrit il y a 5 ans, Frankreich il a herausgekommen, été publié en 2018 en France. Quelle place prend ce roman dans votre œuvre déjà abondante? Vous écrivez beaucoup, 2 livres au cours des 6 derniers mois. Il y a une place, il a la même place que les autres livres, c'est-à-dire que c'est très ironique quelque part. On passe beaucoup de temps, et Paul peut en témoigner aussi comme traducteur, on passe beaucoup de temps à regarder ces pages blanches se remplir de mots et à écrire, à traduire, à essayer de faire ça avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de courage et de conviction. Mais l'ironie, c'est que quand on termine un texte, on a naturellement, je crois, un mouvement de répulsion. On n'a plus tout à fait envie de se plonger dedans. Et c'est évidemment terriblement renforcé par l'obligation qui peut-être pourrait être contournée, mais enfin, moi, je suis toujours un peu tiraillé par ça, l'obligation de faire ce qu'on appelle de la promotion. Donc, c'est de parler du livre pendant des mois et des mois dans la presse, de faire des débats, des rencontres en librairie. Tout ça est très riche, tout ça a beaucoup de sens, et en même temps, c'est très fatigant. Et on se rend compte que toute l'énergie qu'on a mise dans l'écriture du livre, à un moment, elle se retourne un peu contre nous et on n'a plus tellement envie on n'a plus tellement envie de l'ouvrir, on n'a plus tellement envie d'y penser, on a envie de se tourner, comme les personnages de ce livre-ci, on a envie de penser à l'avenir et d'écrire quelque chose d'un peu différent, d'un peu nouveau. Mais ce livre-ci est important pour moi parce que je pense que c'est le premier qui, de façon assez explicite, acte le fait que pour moi la littérature a quelque chose à voir avec l'engagement politique aussi. C'est pas dit comme ça, c'est pas posé noir sur blanc dans le texte, parce que ça reste une sorte de dystopie, comme le disait Paul, ou même peut-être d'utopie, ça dépend à quel moment on prend le livre, mais fondamentalement, il y a quand même un geste politique qui sous-tend l'écriture de ce livre, et je crois que c'est la première fois que ça se manifestait comme ça. Les livres que j'ai écrits par la suite sont dans cette tonalité-là. Danke. Merci. Bon,
Alors, si quelqu'un souhaite poser une question, je vous laisse une dernière fois l'occasion de vous manifester. Mais une question dans le chat sur les scènes de sexe dont on n'a pas parlé. Elles sont souvent très explicites, peuvent être choquantes pour certains, mais la personne qui nous a demandé, qui nous pose la question, c'est s'il y a autre chose derrière, s'il signifie autre chose, ces scènes, que simplement du sexe. Antoine Vauters, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, c'est effectivement un des aspects, c'est comme la question qui m'a été posée juste avant par rapport à ces contradictions apparentes entre des enfants qui pourraient avoir des pensées d'adultes et des jeunes adolescents qui ont déjà une sexualité assez marquée et peut-être un peu débridée, effectivement. La fonction que ça a dans le livre, non, moi j'ai jamais écrit de livre où des passages, des scènes de sexe étaient là juste pour essayer d'attirer le lecteur. C'est pas du tout ma marque de fabrique et je n'aime pas ça à vrai dire. Ici, la sexualité est importante au début du livre parce que les enfants, c'est ce que je disais avec le mythe de l'androgyne tout à l'heure, ils sont dans un rapport de fusion l'un à l'autre. Plus tard, quand Léonora a des aventures avec d'autres garçons, là, effectivement, la nature est très différente de ces relations-là. Et je pense que ça m'a été aussi un peu inspiré par des constatations que j'ai pu faire en reparlant de ces milieux très défavorisés que moi j'ai pu côtoyer dans mon enfance, où à un moment donné, quand on accède à une forme de liberté, qu'on sort de ce monde fermé où des parents peuvent être très, très durs et où on n'a pas accès à grand-chose du monde et où on n'a surtout pas eu accès à beaucoup d'amour, il existe dans tous les possibles, hein, il existe parfois cette tendance qui consiste à essayer de multiplier les aventures, à essayer de trouver tellement l'amour à tout prix que ça passe par effectivement des aventures amoureuses, sexuelles, parfois pas très belles, parfois pas très épanouissantes, mais c'est une façon blessée de chercher dans les bras d'autres personnes l'amour qu'on n'a jamais eu dans notre famille et que nos parents ne nous ont parfois pas donné. Et ça, c'est à nouveau dans la psychologie, c'est quelque chose de très courant. Alors ça peut sembler choquant parce qu'ici, ils sont encore très jeunes, mais, mais la vie, elle est particulière et la vie, elle peut parfois... Enfin, je crois que ce qu'il y a dans le livre, en fait, c'est assez soft par rapport à ce qu'on peut malheureusement trouver dans la réalité de certaines familles et de certains contextes. Und es gibt noch eine Et il y a Wortmeldung. une autre intervention. Donc, merci déjà pour votre réponse et merci pour ce livre magnifique. C'est la réponse de Sonia qui vous a posé la question sur la sexualité. Et il y a une question adressée à Paul Sourzac. Lui sont-ils imposés ou bien c'est par une affinité avec la narration et les thématiques du roman? Das ist die Frage. Mhm. Ja, ist eine gute Frage. C'est une bonne question. Moi, j'ai la chance de n'avoir jamais eu à traduire un livre qui ne me plaisait pas. De toute façon, je ne pourrais pas bien le traduire. On s'en aperçoit quand c'est un livre qui ne vous convient pas et à ce moment-là, il vaut mieux ne pas y toucher. Mais bon, je ne dépends pas uniquement au plan financier de ma traduction, j'enseigne aussi. Et donc, ça me donne la chance de choisir les livres qui me plaisent particulièrement pour les traduire. Je travaille pour la maison d'édition Sécession et dont le catalogue est très bon et donc les propositions qui me sont faites en général me conviennent. Il y a quelques années, j'avais refusé un livre, je ne le refuserai pas forcément aujourd'hui de la même façon, mais en tout cas, je suis heureux d'avoir ce luxe qu'on me propose des livres qui me plaisent, qui me conviennent. Et parfois, la question qui se pose aussi, c'est est-ce que en tant que traducteur, traductrice, on fait ses propres propositions de traduction? Ça, c'est évidemment
magnifique, mais ça représente un travail de recherche énorme, vérifier à quelle maison d'édition on va proposer une traduction, où en est la gestion des droits, on n'aura pas de réponse, on aura un refus. Ça demande beaucoup d'énergie de faire cette démarche-là, donc de rechercher soi-même les livres que l'on voudrait traduire. Donc moi, j'ai eu peut-être tout simplement beaucoup de chance. En tout cas, dans l'idéal, on vous propose de traduire des livres qui sont ceux qui vous plaisent. Et pour moi, pour ce livre, c'était vraiment le cas. Je crois que c'était même mon préféré de tous les livres que j'ai eu à traduire, par les thèmes abordés, par le langage, même si ça a demandé beaucoup d'énergie. C'est quelque chose qui m'a inspiré aussi au quotidien et donc ça rend créatif aussi et ça donne envie d'écrire et de créer de nouveaux univers. Beau compliment. Merci parce que ça me fait évidemment terriblement plaisir d'entendre ce que Paul Sourzac dit. C'est un magnifique compliment. Et en fait, ce que je trouve extraordinaire avec la traduction, même si moi je suis incapable de faire ce que Paul fait, c'est ça permet à un rêve de continuer à exister, une traduction. C'est la question de la littérature, c'est quand on est écrivain, on a des visions qui peuvent faire pendant la nuit. Et l'idée de l'écriture, c'est essayer d'amener ses rêves le plus précisément possible au lecteur, sans perdre ce qu'on y a vu, ce qu'on y a ressenti. Et une traduction, et ici j'ai senti que Paul a travaillé vraiment de cette façon-là. Il m'a lui-même appris en fait des choses sur mon propre livre parce qu'il avait des questions tellement précises. Il est rentré dans des endroits du texte que moi, en fait, je connais moins bien que lui, d'une certaine façon, dans des aspects très techniques. Et il m'a même parfois mis sous le nez des choses que moi, je ne soupçonnais pas du tout. Et ça, c'est vraiment la preuve qu'il a réussi à transformer ce rêve-là dans une autre langue et faire en sorte qu'il puisse se poursuivre sans altération, même si on sait très bien que la traduction, c'est toujours une réinvention, presque une réécriture, mais un rêve peut être réécrit. Ce qu'il faut, c'est garder l'intensité et l'ambiance, et ça, j'ai senti qu'il était très sensible à ça, donc c'est extraordinaire pour moi. Ouais. Ja. Vielen Dank Ihnen beiden. Eh bien, merci infiniment à tous les deux pour cet entretien. Merci aussi au public pour ses questions. Jeanne Chérel vous remercie également pour votre réponse. Et je crois que le moment est venu pour Gabi Holling et Pierre-Richard de nous rejoindre à l'image, puisque c'est eux qui vous ont interprété cette soirée. Nous voyons déjà Pierre et Gabi va nous rejoindre. Voilà. Merci à vous deux. Merci infiniment. Merci à Ariane Batouvan, qui pourrait également nous rejoindre avec l'équipe de l'Institut culturel franco-allemand qui s'engage énormément à Tübingen. Donc, c'était la troisième édition, le troisième livre nominé. Je crois que c'est le 31 mars, la date butoir, pour choisir son livre. Donc, tous ceux qui ont participé à ces réunions ont encore le temps de voter, quelques jours pour voter. Donc, nous verrons qui va l'emporter. Gabi et Pierre dans les coulisses pour l'interprétation simultanée. Donc le vote en effet a lieu jusqu'au 31 mars et la remise des prix, donc du prix le 3 juin à Tübingen. Bon, on espère évidemment à chaque rencontre de pouvoir rencontrer en vrai le duo. Je voulais vous remercier donc pour cet excellent échange. Merci aussi au public pour les questions. J'ai vu qu'il y en avait une toute dernière. Je ne sais pas si on peut encore y répondre. An mich, oder? Glaube ich, ja. C'est une question qui m'est adressée, je crois. Oui, est-ce que Paul a également traduit La montée des eaux? Non, malheureusement, pas encore. Alors, je ne sais pas si
la maison d'édition Sécession a acheté les droits. J'en parlerai avec l'éditeur parce que j'ai Apparemment, ils sont achetés, lu ouais. le livre. Ich dir jamais rien, en fait. Das ist immer so, ja, man fragt halt dann, ja, und wie weit bist du schon mit der Übersetzung? Okay, anscheinend. Oui, oui. Peut-être qu'on me demandera où t'en es dans la traduction, comme si j'avais décidé moi-même de le traduire. En tout cas, je l'ai lu et j'ai trouvé que c'était un très beau livre. J'y ai repéré une continuité aussi par rapport à Pense aux pierres sous tes pas. Et j'ai un peu mieux compris aussi l'écriture d'Antoine. Et puis, par ailleurs, c'est un livre totalement nouveau qui est totalement autonome et indépendant, comme Pense aux pierres sous tes pas. Et oui, j'espère que j'aurai l'occasion de le traduire, oui. Ça finit sur J'espère. une bonne nouvelle, apparemment. Oui. Alors, Sigrid, si c'est bon, je pense que on peut terminer la rencontre. Merci à tous, merci au public, merci à vous deux, nos invités, Antoine Wauters, Paul Surzac, merci Sigrid Brinkmann pour la modération, merci Gabi Olling et Pierre Richard pour l'interprétation et à toute l'équipe de l'Institut, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Bonsoir. Bonne soirée.